Bonjour et bienvenue dans votre podcast Énergie en clair, le podcast de l'équipe Affaires publiques de la CFE Énergie. Je suis Romain Dargent, délégué fédéral en charge des questions européennes et internationales, et nous avons le plaisir de partager ce moment avec André Pallu, secrétaire national en charge des affaires publiques et institutionnelles. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche tous les consommateurs d'électricité, mais qui intéresse aussi au plus haut point les salariés d'EDF. Le poste AREN, l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Que se passera-t-il après l'AREN? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre avec André. Mais avant de parler de futur, il nous faut tout d'abord aller faire un petit bond dans le passé. Souvenez-vous, nous sommes au début des années 2000, et sous l'impulsion européenne, les marchés de l'électricité et plus globalement de l'énergie s'ouvrent. C'est la fin du système mis en place en 1945, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et sous l'impulsion du programme du Conseil national de la résistance. Place désormais à la libéralisation. Petit à petit, tout se met en place pour que tout à chacun puisse choisir son fournisseur d'électricité. Et cela commence par les électro-intensifs, ceux qui consomment beaucoup. À l'époque, pensant qu'ils feront de substantielles économies et en écoutant les sirènes du marché, ils quittent le tarif réglementé, le tarif proposé uniquement par EDF. Là, comme beaucoup de marins dans les temps antiques, les chants des sirènes ont apporté quelques problèmes. Et les promesses n'ont pas forcément été tenues. N'est-ce pas, André? Eh oui, les promesses n'engagent que celles et ceux qui les croient. Alors une fois la réalité des prix annoncée, les électro-intensifs, par le biais de leur association l'Uniden, est venu demander à l'État de revenir aux tarifs réglementés, ce qui était légalement impossible. Alors, pour éviter des licenciements, l'État a mis en place le TARTAM, ou tarif réglementé et transitoire d'ajustement au marché. Et là, c'est le drame. L'Union européenne s'intéressera au dispositif en concomitance avec des plaintes de fournisseurs alternatifs à EDF sur d'autres sujets et impose à la France, par décision de justice, de mettre en place un système permettant aux consommateurs de bénéficier de la rente nucléaire, quel que soit son fournisseur d'électricité. D'accord, mais peut-être avant de continuer, on peut peut-être définir la notion de rente nucléaire. Bien, c'est partir du principe que le parc ayant été financé par tous les usagers, il appartient donc aux consommateurs, et non à EDF. Et que tout le monde doit en profiter, que l'on soit client d'EDF ou pas d'ailleurs. Alors après, pour définir le comment, on va créer ce qui s'appelle la commission Champsaur, qui fera deux propositions, dont celle retenue par le gouvernement de l'époque. L'accès régulé au nucléaire historique, ou AREN, ou encore ce que d'aucuns prononceront ARENH. Alors André, explique-moi, comment ça marche? Oh, le principe est simple, Romain. Sur le papier, on demande à EDF de fournir un quart de sa production nucléaire à un tarif équivalent au coût de production, avec un petit plus pour le dérangement. Sur le principe, on peut se dire que c'est pas une si mauvaise affaire, car EDF ne perdra pas d'argent. Et puis, pour les fournisseurs alternatifs, l'objectif est double. D'abord, permettre d'avoir accès à une électricité peu chère et donc de le répercuter sur les factures, ce qui permet à toutes et tous de bénéficier de cette rente. Ensuite, en pouvant avoir du courant moins cher, les fournisseurs alternatifs peuvent ainsi capter plus facilement des clients EDF, ce qui ravit les promoteurs d'un marché que l'on appelle libre et non faussé. Ah oui d'accord, donc ça c'est sur le papier. À la base, effectivement, ça m'a l'air pas trop mal. Mais j'imagine que comme souvent, entre la théorie et la pratique, il y a des différences. Et je crois savoir même que dans la loi qui retranscrit ce principe, il y a non pas un loup, mais disons une vraie meute. En effet, ce n'est pas un quart de la production nucléaire d'EDF que l'on soumettra à l'AREN, mais 100 TWh. Au moment de l'écriture de la loi, c'était la même chose. On a vu depuis que la performance du parc s'est dégradée. Et d'un quart, on est passé à un tiers, ce qui n'est plus la même chose. Second loup de la meute, le prix. Il était prévu que le prix puisse être révisé chaque année. Savez-vous quand il a été révisé pour la première fois? Et encore de manière temporaire. En 2021. Pour la révision du prix, la France devait donner une méthodologie à Bruxelles pour validation. Le premier essai a essuyé un refus. Et pas de nouvelles depuis. Ah oui, donc on est resté à 42 euros du mégawattheure, alors même que les coûts dus à l'inflation ont augmenté.
et qu'en plus, il y a eu tout ce qui s'est passé après Fukushima à financer. Ce qui signifie que ces investissements, qui servent aussi tous les clients et qui sont garants de la pérennité de cette fameuse rente nucléaire, sont supportés par EDF seul. Mais au-delà de ça, en fin de compte, ce qui était qu'un dispositif destiné à aider les fournisseurs alternatifs à grandir, à s'émanciper, est devenu un guichet d'approvisionnement comme les autres. Et ça garantit pour beaucoup un plafond en coût. Bah oui, si le marché est en dessous de 42 euros du mégawattheure, on se fournit au marché. Et s'il dépasse les 42 euros, on se fournit à l'arène. La vie est simple, n'est-ce pas? C'est injuste. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Et l'arène n'était prévue que pour 15 ans. Et ça s'arrête à la fin du mois de décembre 2025. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Depuis quelques années, les négociations sont rudes entre l'État et EDF pour trouver un nouveau mode de régulation pour cette rente nucléaire. Vous vous souvenez peut-être de l'idée de Jean-Bernard Lévy d'avoir un prix plafond et un prix plancher pour le nucléaire. Cette idée a disparu en même temps que le projet Hercule. Au moment de la nomination de Luc Rémont, deux propositions tiennent la corde. Tout d'abord, un CFD, contrat de différence, avec un niveau suffisamment élevé de prix, mais sur toute la production nucléaire, ce qui revient à assurer un bénéfice à EDF, quel que soit le marché, protégeant l'entreprise en cas de forte baisse, mais l'empêchant aussi de faire de gros bénéfices en cas de flambée des prix. L'autre solution était de laisser à EDF la main sur la vente de sa production sur les marchés et de taxer ses bénéfices pour les redistribuer ensuite. Cette solution a l'avantage de laisser complètement la main à EDF, mais l'inconvénient de totalement l'exposer au marché, notamment par l'absence de prix plancher garanti. Au final, après un bras de fer mémorable entre Luc Rémont et Bercy, c'est cette dernière qui a été choisie. D'ailleurs, à ce sujet, l'actualité est toute récente. Cette solution a été insérée dans la loi de finances de 2025 sous le nom de versement nucléaire universel. Donc, ce qui aura demandé une commission spéciale et plusieurs semaines de débats parlementaires a été remplacé par une solution négociée en bilatéral à Bercy et insérée en 10 minutes de débat parlementaire sans concertation avec les parties prenantes. C'est un peu juste pour ce que nous définissions comme un service public. Mais bref, si on rentre dans les détails, EDF devra tenir une comptabilité séparée pour la vente de son électricité nucléaire. Le tout étant surveillé par la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, qui en profitera pour donner son évaluation du coût complet du nucléaire. Effectivement, et c'est là que les choses se compliquent. Il y aura désormais deux seuils de taxation en euros par mégawattheure, avec des taxations différentes en fonction des seuils sur les revenus du nucléaire, un peu comme pour les impôts sur le revenu. En dessous du premier seuil, EDF n'est pas imposé. Entre le premier et le deuxième seuil, EDF sera imposé sur 50% de ses revenus. Et au-delà du troisième seuil, c'est un taux d'imposition de 90%. Mais attends, qui détermine les seuils? Et surtout comment? C'est à la louche, ça paraît presque arbitraire, hein? Et bien même si c'est cadré, c'est une décision ministérielle. Le premier seuil se situe entre plus 5 et plus 25 euros du mégawattheure au-dessus du coût du nucléaire. Quant au second seuil, c'est entre 35 et 55 euros du mégawattheure au-dessus du coût du nucléaire. Le ministre peut alors être tenté de préempter au plus tôt cette manne financière en fixant des seuils bas. Il peut aussi, dans un contexte où les entrées d'argent sont les bienvenues, ne pas en faire bénéficier le consommateur. Pour EDF, ce qui est important, c'est qu'elle puisse faire valoir l'ensemble de ses coûts, sujet qui fait l'objet de débats avec la CRE et doit conduire à l'apparition d'un décret. Lors du CSE du 24 juillet 2025, nous nous sommes positionnés en faveur des amendements d'EDF qui mettaient en avant quelques fâcheux oublis. Hélas, tous n'ont pas été votés à la majorité et le gouvernement ne semble pas faire preuve d'une écoute attentive. Ah oui, je vois. Et alors, dans ce système, euh, comment le consommateur en bénéficie de cette fameuse rente? Et enfin, peut-être une question plus globale, qu'est-ce qu'en pense la CFE? D'abord, les bénéfices, eh bien sur le papier, c'est simple. L'argent des impôts sur les revenus nucléaires sera reversé au consommateur via la ristourne que lui fera son fournisseur. Ensuite, qu'en pense la CFE? En soi, la CFE n'identifie pas de solution magique, mais veut juste que les revenus du nucléaire
répondent à 4 critères. Qu'EDF ne vende pas son électricité nucléaire à perte, que les risques industriels soient partagés, que le consommateur puisse en bénéficier et enfin que les revenus du nucléaire puissent permettre à EDF de financer également le renouvellement de son parc de production. Et cette solution devrait être bien évidemment concertée avec les parties prenantes pour qu'elle soit acceptable par toutes et tous. Et c'est bien dans le cadre de ces concertations que la CFE Énergie prend toute sa part. À Bercy, à Paris, à Bruxelles, nous portons l'expertise de nos militants et l'expérience du terrain avec nos adhérents. Sur ce sujet particulièrement, la CFE Énergie est engagée depuis de longues années pour que le modèle économique de notre industrie soit vertueux, loin des dogmes du marché et sa libéralisation extrême, mais également avec notre définition du service public de l'énergie, tant pour nos outils de production que pour les salariés et bien sûr les consommateurs. Merci beaucoup André pour tous ces éléments, mais merci également à Alexis Quentin, notre expert, pour son aide dans cet épisode. C'était Énergie en clair, le podcast de l'équipe Affaires publiques de la CFE Énergie, avec moi-même, Romain Dargent, accompagné d'André Palu. Merci de nous avoir écoutés. Nous vous donnons rendez-vous désormais sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Music, SoundCloud, etc. Nous vous donnons rendez-vous très vite. N'hésitez pas à revenir vers nous en cas de questions et à bientôt.